Alors, je me présente tout d'abord. Moi, je suis Olivier Audinot. Je suis donc le fondateur de Buy Made Easy, une société que j'ai créée il y a un peu plus de 10 ans maintenant, spécialisée dans les achats. On est plus d'une trentaine de personnes désormais. Et donc, on navigue dans tout le périmètre des achats, plus spécifiquement sur la partie Sourcing Force, avec un outil digital qui permet donc d'apporter une solution d'e-achat pour les entreprises et donc de piloter tout le flux achat. Et une partie externalisation des achats de classe C, où là, on prend en charge en fait toute la partie des achats généralement de faible montant non récurrents en lieu et place de notre client, et on devient donc le fournisseur unique. Aujourd'hui, nous allons aborder la gestion des contrats et notamment le module de pilotage des contrats de Sourcing Force. Donc, je vais tout d'abord démarrer par une présentation PowerPoint des points clés en fait, de la digitalisation des contrats et du pilotage des contrats. Et puis ensuite, je vous ferai une démonstration du module. Donc, on ira sur Sourcing Force dans le module Contratech et je vous montrerai un peu comment on crée un contrat, comment on l'envoie en signature. Et ça sera aussi l'objet d'échanges. Donc, vous aurez à nouveau la parole, entre guillemets. Mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, finalement, de mon intervention. Je regarderai dans tous les cas les questions dans la partie commentaire. Vous pouvez cliquer là sur Zoom dans la partie message. Je regarderai, j'y répondrai si je peux et si c'est pertinent pendant ma présentation. Sinon, je vous présenterai à la fin et on rediscutera à nouveau de ces sujets. Alors, parfait. Je vais tout d'abord partager mon écran. Bien, alors, d'abord, merci juste de me confirmer que vous voyez bien mon écran en plein écran, histoire que je ne parle pas pendant une heure sans que vous voyez rien. Super, parfait. Eh bien, écoutez, on démarre. Donc, on va se focaliser aujourd'hui sur un des modules de Sourcing Force qui est vraiment la partie pilotage des contrats avec un angle de vue contrat fournisseur, sachant que la Contratech, par définition, peut être tout type de contrat, y compris contrat client, voire même des contrats internes. Vu que nous, on évolue dans les achats, on va plutôt regarder les contrats entre votre entreprise et vos fournisseurs. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que ce module s'intègre dans une suite complète source to pay. Donc, Sourcing Force, en fait, va intégrer tous les modules du métier des achats. Ça va commencer par la gestion SRM, donc toute la partie annuaire fournisseur, le module ensuite d'appel d'offres, demande de devis, le module de Contratech qu'on va voir donc maintenant, et puis ensuite les modules d'approvisionnement qu'on appelle le Procure to Pay, où là on est plutôt sur des circuits de validation pour les demandeurs internes, notamment demande d'achat, bon de commande, réception des produits, l'intégration de vos catalogues fournisseurs sur la place de marché, et enfin l'analyse et la stratégie, où là en fait on a un module dédié à la cartographie des achats pour vous permettre en fait de faire des extractions depuis votre ERP ou depuis Sourcing Force et de vous faire des représentations graphiques pour que vous puissiez, à partir des données de dépenses de votre société, faire une stratégie. Et notamment sur ces derniers modules, vous voyez, c'est là qu'on va intégrer l'externalisation des achats, donc des achats de classe C, où on peut devenir un fournisseur unique. Donc, comme je vous le disais, sur ce module webinar, on regardera l'aspect contrat, donc le cycle de vie des contrats, la création de templates, les statistiques qu'on peut avoir sur les contrats, les alertes, etc. Et je vous invite à partager votre expérience tout au long de ce webinaire également sur le chat. N'hésitez pas à demander si vous voulez prendre aussi la parole, il n'y a aucun problème. Alors, quelques chiffres clés tout d'abord, à savoir qu'aujourd'hui, les dernières études montrent que 12 à 15% des contrats sont perdus ou non comptabilisés par les entreprises. C'est-à-dire que les acheteurs et les clients internes, parce qu'il n'y a pas que les acheteurs qui signent des contrats, vont avoir des contrats, vont les avoir signés avec leurs fournisseurs, mais les perdent et parfois ne les appliquent même pas, n'appliquent pas les conditions du contrat. C'est-à-dire que le jour où il y a un litige ou le jour où on veut avoir une information sur la date de fin d'un contrat, le prix d'un produit, le délai de paiement, etc., ben vous voyez que 12 à 15% des contrats, les personnes internes ne les retrouveront pas et donc ne pourront pas appliquer les conditions, ne pourront pas non plus le porter devant un juge s'il y a un litige.
Et pour l'avoir vécu, moi, dans pas mal d'entreprises avant d'avoir créé BME, on est souvent obligé d'aller demander au fournisseur une copie du contrat. Vous avez intérêt à être plutôt en bon terme quand même pour que le fournisseur vous renvoie un contrat qui n'est pas nécessairement en sa faveur. Donc, d'où l'intérêt vraiment déjà de se focaliser sur comment je gère mes contrats et est-ce que je suis capable de tous les retrouver instantanément, même s'ils sont en format papier dans une armoire. Ensuite, deuxième point important, la mauvaise gestion des contrats coûte aux entreprises 9% de leur chiffre d'affaires annuel. 9%, c'est énorme. C'est-à-dire que le fait d'avoir signé un contrat, qui est une première étape qui a été faite, on n'est pas sur un no man's land où il n'y a pas de relation commerciale établie et écrite, on est dans un contexte où un contrat a été signé par les parties, sauf qu'il n'est pas ou peu appliqué par les entreprises. Et là, je donne quelques exemples. Moi, que je vis au jour le jour avec certains de mes clients, ce sont des contrats dont les tarifs ne sont pas appliqués, dont les hausses négociées dans le contrat ne sont pas appliquées, les hausses ou les baisses, dont les remises de fin d'année sont oubliées. Ça, pareil, je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit à cause du turnover des acheteurs. C'est-à-dire qu'un acheteur va négocier 3% de remise de fin d'année avec un fournisseur, il le met dans son contrat papier qu'il met dans un placard. Son successeur, lui, il ne regarde pas l'ancien contrat. C'est un vieux contrat qui date d'il y a 3 ans, 4 ans, etc. Et ben, quand on arrive en janvier, février, ne vous inquiétez pas que le fournisseur ne va pas vous alerter en vous indiquant en fait, vous avez oublié de me réclamer les 3% de remise de fin d'année sur le volume. Donc, tout ça cumulé, ça représente des sommes énormes au niveau de l'entreprise. Donc, d'où l'importance de savoir piloter ces contrats. Et au-delà de savoir piloter ses propres contrats, c'est de savoir aussi transmettre l'information qu'il y a dans les contrats. Et c'est là que la digitalisation, la mise en place d'une Contratech en ligne va apporter beaucoup de valeur ajoutée pour vous et vos équipes. Alors, tout d'abord, on va regarder ensemble le cycle de vie d'un contrat. Comme ça, vous verrez que dans la solution, on essaie de couvrir l'ensemble de ce cycle de vie. Et vous, ça vous permet également de voir si à un moment donné, vous couvrez correctement toutes les étapes ou s'il n'y a pas des étapes qui sont soit oubliées, soit déléguées à d'autres personnes. Alors, la première chose à faire, bien entendu, c'est la création du contrat. Qui va créer le contrat? Est-ce que c'est vous en tant qu'acheteur? Est-ce que c'est vous avec vos juristes ou avec un prestataire externe? Ça, c'est le premier point. On crée le contrat. Le deuxième point, il va falloir négocier ce contrat. Il est rare qu'un contrat soit accepté du premier coup par un fournisseur ou vice-versa, que vous acceptiez vous-même le contrat du fournisseur sans rechigner. Donc, il va y avoir une phase de négociation. Puis une phase de validation, c'est-à-dire que vous allez demander à votre supérieur, à votre patron, etc. Est-ce que tout ce qu'on a négocié, la modification qu'on a pu apporter au contrat, convient aux normes de l'entreprise, aux risques que peut supporter notre entreprise? Et puis, une fois que c'est validé, on va passer en signature. Donc, on va envoyer le contrat à toutes les parties prenantes et ils vont signer ce contrat en format papier, en format digital, on y reviendra. Une fois que le contrat est signé, il faut l'exécuter. Et là, je mets un point d'attention parce que je vois beaucoup dans mes relations ou dans les clients avec qui on travaille de direction achat qui ont des acheteurs qui s'arrêtent quasiment à la signature du contrat et qui prennent pour acquis qu'un contrat, une fois qu'il est signé, sera exécuté dans l'entreprise. Alors qu'au final, le travail le plus important démarre en fait à l'exécution du contrat. C'est-à-dire que vous ne démarrez finalement votre job d'acheteur qu'une fois que vous devez le déployer dans l'entreprise. Alors, dans certains contrats, c'est très facile, il suffit de changer un prix sur son ERP. Et dans beaucoup de contrats, il va falloir convaincre vos clients internes d'utiliser ce contrat. Et il va falloir accompagner le fournisseur pour qu'il respecte son contrat, qu'il respecte les procédures, qu'il respecte les délais, les tarifs, etc. Donc, cette partie exécution est une partie très importante de la partie contractuelle. Ensuite, on a le suivi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place notre contrat, il va falloir suivre tous les trimestres, une fois par an, une fois tous les 3 ans, selon votre catégorie d'achat, que l'exécution se poursuit correctement, que vous récupériez, par exemple, les remises de fin d'année, que vous validiez les hausses ou les baisses qui ont été pré-négociées, les diminutions de volume, etc. Tout ce qui peut impacter le contrat à des échéances qui ont été déterminées. Donc ça, c'est la partie suivi. Et ensuite, le contrat, il va falloir définir si on le renouvelle. Et pour le renouveler, il faut être capable donc d'anticiper la fin du contrat, d'avoir la date de fin de contrat et avoir la date de
préavis également, qui peut être parfois des mois avant la fin du contrat. Donc, il faut être capable d'anticiper tout cela pour être en mesure de renégocier ou potentiellement d'arrêter le contrat. Et si ce contrat est clôturé, à ce moment-là, soit il n'y a plus de besoin et on arrête le contrat, c'est-à-dire qu'on est sûr et certain qu'il n'y a rien qui va rester en termes de relation fournisseur qui ne sera pas encadré, soit, si on sait qu'il va y avoir une suite, on signe un nouveau contrat qui n'est peut-être pas qu'un renouvellement, qui est peut-être un avenant ou qui est peut-être un contrat complètement neuf avec de nouvelles conditions. Et là, vous avez le cycle de vie d'un contrat. Et vous devez systématiquement, pour tous vos contrats, savoir exactement où vous en êtes sur ce cycle de vie. Je vous donne un dernier exemple avant qu'on rentre un peu dans les questions. Souvent, je vois dans les entreprises, le contrat existe, il y a eu une négociation avec le fournisseur, il y a eu une validation en interne, voire avec le fournisseur sur le fait qu'on est d'accord sur le contenu du contrat, sauf que le contrat n'est jamais signé. Le contrat a été envoyé au fournisseur, l'acheteur est passé sur un autre projet, il n'a pas relancé suffisamment le fournisseur, il a peut-être relancé 1, 2, 3 fois, puis il a abandonné. Le fournisseur, il faut bien comprendre que c'est rarement en sa faveur de négocier et de signer un contrat. Donc, du coup, plus il laisse traîner, et si il n'a pas de velléité, entre guillemets, à signer le contrat et que de toute façon, le business fonctionne même sans que le contrat soit signé, le contrat ne sera jamais signé. À ce moment-là, le jour où vous avez un problème, vous allez ressortir le contrat, et là, vous allez dire, le contrat n'a jamais été signé, donc je ne peux rien imposer à mon fournisseur, et c'est mon fournisseur qui va appliquer ces conditions générales de vente, qui sont très rarement en votre faveur. Donc ça, c'est un point très important de bien connaître pour tous vos contrats où vous en êtes du cycle de vie, y compris pour beaucoup de contrats finalement qui ont expiré depuis longtemps, depuis des années parfois, où là, c'est peut-être même la jurisprudence qui va faire que vous pourrez ou pas arrêter une prestation avec un fournisseur. Alors, j'ai quelques questions pour vous, et là, vous pouvez répondre sur le chat si vous le souhaitez. La première question que j'ai, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous signez vos contrats en ligne ou en version papier? Et puis peut-être la question subsidiaire, c'est quelle conformité juridique par rapport à votre pays? Je sais qu'on n'a pas toujours que des acheteurs français qui suivent le webinaire, et il y a certains pays qui ne sont pas forcément très tolérants à la signature digitale. Il faut savoir qu'en France, ça vous pouvez le dire à votre direction ou autre, la signature électronique a une valeur légale. Elle a des conditions, vous voyez, je l'ai indiqué ici, sous réserve de l'utilisation d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'identifier les parties, mais ça peut être par un email ou un numéro de téléphone, ce n'est pas forcément de demander un passeport ou une carte d'identité, c'est d'être certain que celui qui va signer est celui à qui vous adressez le contrat. Et à partir de là, elle est admissible comme preuve devant tout tribunal. Donc ça, c'est un premier point très important. N'hésitez pas, je vous dis, à répondre sur le chat si vous avez des expériences ou des problématiques comme ça. Le format papier, bien entendu, c'est celui qui est encore aujourd'hui le plus utilisé. C'est celui qui donne le plus de confiance, alors que c'est celui qui est le plus perdu. Parce qu'en fait, la version papier que vous envoyez parfois en 2, 3, 4 exemplaires et que vous rangez ensuite au fin fond d'un placard, c'est celui que vous retrouvez le moins facilement. Parfois, vous avez des copies scannées, etc. Vous ne retrouvez pas l'original. Donc, en fait, la version papier, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devrait être en fin de vie, qui est encore beaucoup utilisé, qui va de plus en plus être imposé par les États. On le voit pour la partie facturation qui va être imposée, la dématérialisation des factures. Et ça va s'accompagner inéluctablement de la signature électronique des contrats également. Deuxième question, est-ce que vous savez en permanence où se trouvent tous vos contrats? Et je parle des originaux, pas des copies que vous auriez pu scanner ou photocopier. Ça, c'est un autre point très important, puisqu'avec le turnover que vous avez dans la société, avec le fait que beaucoup de personnes, parfois dans l'entreprise, ont des autorisations de signature, ou parfois même, ils signent des contrats sans avoir l'autorisation d'ailleurs. Dans tous les cas, les contrats sont dispersés dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'y avez plus accès et vous ne savez même pas à qui demander pour retrouver ce contrat.
Et là, vous jouez à Sherlock Holmes pour arriver à trouver le contrat, surtout quand vous avez un fournisseur avec qui vous êtes en litige, et vous vous retrouvez dans certains cas à ne pas du tout retrouver de contrat, ou alors une version de contrat qui est obsolète, parce que certains contrats, vous renouvelez, vous signez des contrats tous les ans, ou à chaque projet, par exemple, et à ce moment-là, vous n'avez pas la bonne version du contrat qui aurait indiqué exactement la clause que vous attendiez. Donc, très important de centraliser tous les contrats au même endroit. Bien entendu, d'en faire des copies, surtout si vous avez des versions papier. Ça arrive malheureusement que des bâtiments brûlent. Donc, il faut avoir des copies qui ne soient pas rangées au même endroit, bien entendu, pour que vous ayez des preuves. Et c'est également là que vous avez tout l'intérêt d'avoir une centralisation digitale de vos contrats. C'est-à-dire que vous mettez sur un serveur externe à votre entreprise, qui est souvent bien mieux sécurisé que votre entreprise en termes d'incendie ou d'intrusion, etc. Le fait d'avoir tous vos contrats centralisés et surtout d'être capable, quelle que soit la personne autorisée dans l'entreprise, d'y accéder, d'y déposer des nouveaux contrats signés, etc. Donc, vous centralisez vos contrats, vous les stockez dans un seul référentiel avec des alertes, vous le verrez, et surtout des accès sécurisés. Parce que finalement, une armoire, même si c'est l'armoire du bureau du directeur juridique, parfois, des personnes peuvent rentrer dedans la nuit ou, je ne sais pas, des gens qui ont les clés ou parce qu'ils n'ont pas fermé, etc., récupérer un contrat, en faire des copies, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'un contrat pour la partie fourniture de bureau, ce n'est pas dramatique, mais certains contrats dans l'aéronautique ou la défense, vous avez plutôt intérêt à les cacher correctement. Troisième question, êtes-vous alerté sur les fins des contrats? C'est-à-dire que vous avez peut-être vos contrats, papier ou digitaux, mais est-ce que vous êtes certain de ne pas louper les fins de contrat? Alors, certains utilisent des fichiers Excel. Il est rare qu'un fichier Excel vous envoie des alertes. C'est-à-dire que vous devez aller sur le fichier Excel. Ce fichier Excel doit être mis à jour en permanence. Parfois, il est collaboratif. Tout le monde ne collabore pas correctement. Parfois, du coup, vous avez du versionning, puisque certains ont une copie de ce fichier Excel, puis quelqu'un a un autre fichier Excel, et puis après, il faut fusionner parce que les deux ont travaillé dessus, etc. Donc, toute cette problématique, finalement, de suivi des dates de contrat. Et dans un contrat, vous avez deux dates clés. La première date, bien entendu, c'est la date de fin du contrat. Mais vous avez une date très importante qui est la date de préavis. Et cette date de préavis, c'est celle souvent qui piège le plus d'acheteurs parce que le fournisseur, lui, il va avoir de cesse de négocier des délais de préavis les plus longs possibles. C'est-à-dire que vous prenez par exemple par défaut qu'un contrat, c'est à peu près 1 mois ou 2 mois de date de préavis avant la date de fin du contrat. Sauf qu'un fournisseur qui est malin, il va vous mettre ça à 4 mois ou à 6 mois de préavis avant la date de fin. Et à ce moment-là, le jour où vous allez vous poser la question, c'est rarement 6 mois avant la fin. C'est plutôt 2, 3 mois, 4 mois avant la fin d'un contrat que vous auriez en tête. Et là, c'est trop tard. Et moi, j'ai rencontré énormément de sociétés, notamment avec des contrats de téléphonie mobile, très précis, qui se font avoir quasiment à chaque renouvellement, parce que le renouvellement intervient tous les 3 ans. Et tous les 3 ans, la personne change, elle n'a pas d'alerte, elle oublie de dénoncer le contrat, et du coup, elle est renouvelée finalement pour une nouvelle période de 3 ans, sur des tarifs inchangés. Et à aujourd'hui, où on a par exemple des tarifs de téléphonie mobile qui se sont écroulés, j'ai encore moi certains clients, pas forcément des clients, des relations parfois qui me disent « mais moi j'ai encore des contrats qu'on a signés en 2006, 2007, j'arrive pas à m'en dépêtrer parce qu'à chaque fois, j'oublie de renouveler ». Et dans le B2B, on n'est pas comme dans le B2C, on ne peut pas arrêter n'importe quand ces contrats. Donc, anticiper les contrats, c'est avoir des alertes. Alors, nous, on donne des alertes notamment email. Il y a un email mensuel qui vous récapitule tous les contrats qui vont arriver à échéance en termes de date de préavis et de date de fin. Comme ça, vous avez une vision en avance et vous pouvez surtout créer des alertes bien avant la date de préavis pour vous permettre d'avoir le temps de relancer un appel d'offres. L'idée, ce n'est pas uniquement d'être alerté que 2 jours avant la date de préavis, juste pour avoir le temps d'envoyer la lettre recommandée. C'est de se dire, j'ai une première alerte, effectivement, qui est quelques semaines avant la date de préavis, mais j'ai une autre alerte qui m'alerte 3, 4, 6 mois avant la date de préavis. Ça, c'est vous qui le définissez contrat par contrat, pour être capable de vous dire, sur ce contrat-là, je sais que je vais lancer un appel d'offres, je sais que si je lance un appel d'offres, ça va me prendre 3 à 4 mois, donc j'anticipe suffisamment pour obtenir toutes les informations et des chances de succès pour le renouvellement de mon contrat. La quatrième question, c'est est-ce que vous connaissez finalement tous les fournisseurs sous contrat?
Vous avez généralement vos fournisseurs dits panels ou fournisseurs préférés, ou une liste de fournisseurs qui ont un impact important pour votre société en cas de défaillance. Est-ce que vous êtes capable, en un clin d'œil, de savoir le statut de tous ces contrats? Est-ce que les fournisseurs ont bien signé un contrat? Parfois, pour un seul fournisseur, vous pouvez avoir plusieurs contrats, par chantier, par projet, etc. Cette vision-là va vous permettre finalement de gagner en visibilité, de sécuriser tous les risques juridiques sur les fournisseurs principaux et d'être très réactif. C'est-à-dire que dès qu'il y a un litige, celui-là, le contrat, je sais qu'il est signé, je sais qu'il se termine à cette date, et en plus, j'ai une fiche signalétique, on le verra plus tard, qui me donne toutes les informations clés sur ce contrat. Délai de paiement, litige, préavis, etc., etc. Toutes les informations, vous les avez sans avoir à chercher des heures un contrat qui aurait pu être peut-être sur un autre site industriel de votre groupe. Cinquième point, collaborez-vous sur la création des contrats, sur la rédaction. Ça, c'est un point important puisque je sais que souvent, les acheteurs créent eux-mêmes les contrats parce qu'ils n'ont pas le choix, souvent, parce qu'il n'y a pas de service juridique en interne. Quand bien même il y a un service juridique, celui-ci est trop débordé pour traiter tous les contrats des directions achats. Et un autre point très important, au final, c'est qu'un juriste est très difficile à convaincre sur toutes les clauses que vous souhaitez mettre. Et finalement, si vous vous attendez à avoir un juriste, voire un avocat qui vous donne un contrat, vous pouvez attendre des années parce qu'un contrat n'est jamais fini et jamais 100% sécurisé par un avocat ou par un juriste. Donc, à un moment donné, il faut que l'acheteur tranche à la place d'un juriste ou d'un avocat qui, eux, on va dire dans leur état d'esprit, ne sont pas capables de trancher. Ce n'est pas possible de trancher sur une loi, sur une jurisprudence, etc. Il y a toujours à redire. Donc, par contre, le fait de travailler en mode collaboratif et de ne pas être dans votre coin pour travailler ce contrat, le créer, discuter de certaines clauses avec des personnes externes, complémentaires, qui peut être le fournisseur aussi d'ailleurs, qui peut être votre juriste, mais qui peut être aussi votre client interne avec qui vous allez travailler le contrat. C'est un point très important pour deux raisons. La première, bien entendu, c'est de rien oublier dans le contrat d'important. Et la deuxième raison, c'est de vous protéger, vous, dans la rédaction du contrat. Il y a de certain que toutes les parties prenantes sont au courant de tout ce qu'il y a dans le contrat, ont indiqué leur accord ou leur désaccord sur certaines clauses. Quand bien même ils donnent leur désaccord et que vous prenez sur vous, au moins chacun est responsable des décisions qu'ils ont prises. Et ça, c'est très important dans l'aspect collaboratif. Ça permet un autre point très important, c'est de créer des modèles de contrat. Et ces modèles de contrat, pour le coup, sont beaucoup plus faciles ensuite à dupliquer, puisqu'ils ont été approuvés une première fois par la direction juridique ou autre, ou ça peut être même par un avocat externe, et vous les reprenez, vous les adaptez si besoin, mais vous les adaptez selon une méthodologie qui aura été approuvée au préalable, c'est-à-dire quelles sont les limites, jusqu'où je peux aller dans la modification de mon modèle. Et ça permet également de sous-traiter, on va dire, certaines signatures de contrat à vos clients internes, qui, eux, ont absolument aucune connaissance juridique, n'ont pas les modèles par eux-mêmes, et vous leur dites, écoutez, à chaque fois que vous devez signer un accord de confidentialité, un accord de sous-traitance, etc., c'est ce modèle qui est utilisé. Et donc, l'idée d'un module de Contratech en ligne, c'est de mettre à disposition ces modèles et de pouvoir les rendre dynamiques. Les dynamiques à deux niveaux. Premier niveau, c'est qu'on peut les mettre à jour en ligne. Donc, tout le monde a accès à la dernière version du contrat systématiquement. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer à chaque fois à tout le monde, tiens, voilà, j'ai fait une modification, voilà la nouvelle version. À tous les coups, vous aurez une personne qui n'aura pas la dernière version le moment donné. Et le deuxième point, c'est que le fait d'avoir des modèles, vous allez pouvoir les intégrer dans vos processus opérationnels. Donc, je vais y revenir juste après, ce qu'on appelle les contrats dynamiques. Et la question, c'est de savoir si vous synchronisez aujourd'hui les contrats que vous signez avec votre ERP, c'est-à-dire au moment même où les demandes d'achat sont créées et transformées en commandes. Est-ce que vous êtes certain qu'un demandeur va respecter le contrat ou voire même va demander un contrat complémentaire? On a certaines prestations de services, notamment dans la sous-traitance, où on peut avoir un contrat cadre. Et ensuite, on a une obligation réglementaire de faire signer un contrat pour chaque chantier, donc sur chaque prestation de service, de faire signer un avenant à ce contrat de service, ce contrat cadre de service. Et là, vous pouvez intégrer directement dans votre ERP, ou nous, dans la partie e-procurement de Sourcing Force, des règles de gestion que nous, on appelle des contrats dynamiques,
qui vont permettre en fait à chaque demandeur, en fonction des caractéristiques de la demande d'achat qu'il crée, d'enclencher un contrat qui devrait être signé en obligatoire ou en optionnel, selon votre configuration, avec le fournisseur. Ce qui va permettre finalement de bloquer, le cas échéant, une transformation en commande tant que ce contrat de prestation de service ou autre type de contrat, un accord de confidentialité, n'aura pas été signé. Donc, ça protège votre entreprise, ça facilite la vie à votre demandeur qui, lui, généralement, c'est un gars du terrain, qui est opérationnel, qui ne veut pas perdre de temps et qui n'a pas forcément les connaissances juridiques pour savoir à quel moment on doit signer un contrat. Là, vous lui facilitez la vie dans le processus interne et surtout, vous renforcez votre sécurité interne juridique vis-à-vis des fournisseurs et vis-à-vis de la loi. Donc voilà, ça, ce sont vraiment les 6 questions que je voulais vous mettre en avant au tout début de ce webinaire pour que vous sachiez finalement où vous vous situez aujourd'hui en termes de maturité des contrats. À nouveau, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous le souhaitez. Alors, pourquoi gérer des contrats de manière digitale? Le premier point, pour moi, c'est la partie réglementaire. C'est-à-dire que le fait d'avoir tous ces contrats en ligne vous permet de vous assurer que tout est conforme. L'avantage de l'avoir en ligne, c'est que vous pouvez facilement voir les trous dans la raquette, les endroits où vous n'êtes pas conforme, c'est-à-dire les contrats qui auraient dû être signés, qui ne le sont pas, les contrats qui sont expirés, certaines obligations réglementaires que vous pouvez avoir. Je vous rappelle que, notamment dans les prestations de services et de sous-traitance, il y a beaucoup d'obligations réglementaires en Europe et particulièrement en France. Vous savez, ces histoires de travailleurs étrangers, d'URSSAF, de DC4, si vous travaillez dans le public, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là, en un clin d'œil, vous pouvez les voir via un outil et vous assurer que tout est en conformité. Le deuxième point, c'est la dématérialisation. C'est beaucoup plus facile d'accéder à une copie d'un contrat en 2 clics plutôt que d'aller déranger la direction juridique ou quelqu'un d'autre, ou d'appeler quelqu'un ou d'envoyer un email pour obtenir une copie d'un contrat. Et en plus, ça vous permet, le fait qu'il soit digitalisé, de mettre des sécurités. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès aux copies des contrats. Quand je travaillais dans certains grands groupes et que j'étais aux achats, j'allais dans une armoire, il y avait tous les contrats de la boîte. Il y avait les miens, ceux qui correspondaient à mes catégories d'achat, mais il y avait tous les contrats de la boîte. C'est-à-dire que si je voulais, je prenais ma soirée, je me mettais dans ce bureau-là, je photocopiais tous les contrats de la boîte, tous les contrats fournisseurs, bien entendu, y compris ceux qui sont extrêmement stratégiques sur des contrats de matières premières, etc., de fournisseurs chinois hyper stratégiques, etc. Et je gardais une copie pour moi. La digitalisation, alors bien entendu, vous pouvez vous faire pirater, c'est un risque, ça c'est vrai, mais vous limitez énormément le risque de faciliter, entre guillemets, des personnes mal intentionnées. Troisième point, avoir des alertes sur vos contrats. Les alertes, alors pour moi, les alertes principales, bien entendu, ce sont les alertes liées aux fins de contrat. Je vois trop d'entreprises qui oublient les fins de contrat, qui sont renouvelées par tacite reconduction. Ça, pour moi, c'est la base, entre guillemets, du pilotage des contrats, c'est déjà d'être certain de ne pas se faire, entre guillemets, avoir par des fins de contrat. Ensuite, il y a pas mal d'autres alertes qui vont être mises en œuvre. Par exemple, vous signez des contrats parfois avec des engagements de volume. Parfois, vous signez des contrats avec des remises de fin d'année sur volume. Je prends l'exemple du travail intérim. Quand vous signez un contrat avec une société d'intérim, souvent, vous négociez des remises de fin d'année en fonction du nombre d'intérimaires et du volume de chiffre d'affaires, etc. Et comme ce sont des paliers, beaucoup d'entreprises, finalement, l'année suivante, vont récupérer tout le chiffre d'affaires, vont regarder le palier et vont faire appliquer les remises. Sauf que moi, j'ai vécu ça dans certaines sociétés, y compris dans ma vie professionnelle. Parfois, vous êtes à la limite d'un palier supérieur. Et pourquoi vous êtes à la limite? Admettons que vous ayez négocié avec une société d'intérim un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Au-delà de 500 000 euros, vous avez 10% de remise de fin d'année. Bizarrement, la société d'intérim s'est arrêtée en décembre à 495 000 euros. Ce n'est pas de la chance pour elle. C'est parce que les commerciaux sont bien plus armés que vous pour savoir à quel moment ils ne doivent plus dépasser le chiffre d'affaires. Parce que s'ils arrivent en novembre et qu'il ne manque que 10 000 euros pour atteindre le palier supérieur à 500 000, ils vont dire à tout le monde, au mois de décembre, on n'a plus personne pour cette société.
on arrête de faire de la transaction avec. On doit absolument être en dessous de 500 000. Parce que si on dépasse 500 000 et qu'on est à 510 000 et qu'on a une remise de 10% à faire parce qu'on a dépassé ce palier, ben voilà, ça veut dire qu'ils vont devoir payer 51 000 € de remise l'année suivante plutôt que de faire les fameux 10 000 € de chiffre d'affaires complémentaire. Donc, de leur côté, la réponse est de bloquer ces paliers et de se dire non, je ne dépasse pas ce palier-là. Tant qu'on est, si bien entendu, ils sont en janvier et que ça a déjà dépassé le palier, ils vont continuer. Ce qui est important, c'est d'avoir ces alertes et d'avoir cette visibilité. D'accord ? Aujourd'hui, je trouve que beaucoup de directions achats ne pilotent pas suffisamment ces remises de fin d'année, ces alertes sur volume, etc. Et finalement, une fois qu'ils arrivent au reporting, c'est là qu'ils prennent ce qu'il y a. Alors que s'ils avaient piloté correctement, ils auraient dispatché les chiffres d'affaires d'une société à l'autre pour maximiser à chaque fois les paliers, pour obtenir le max de ces paliers en diversifiant. Donc ça, c'était le point sur les alertes. Le quatrième point, c'est la productivité. Aujourd'hui, pour ceux qui n'utilisent pas la signature électronique, vous n'imaginez même pas le gain de productivité que vous avez à pousser un contrat en signature de manière électronique, et c'est l'outil qui fait les relances, à la fois au signataire, mais y compris à vous, en disant attention, ce gars-là, ça fait 5 jours qu'il n'a pas signé, ce gars-là, ça fait 10 jours qu'il n'a pas signé, on l'a relancé 4 fois, etc., etc. Quand vous êtes dans votre job de tous les jours et que vous voulez faire signer un contrat, même si vous le faites par email, en signant un fichier PDF par mail, etc., votre cerveau n'est pas capable de piloter systématiquement tous les processus et tous les rappels de toutes les personnes qui doivent signer un contrat. Vous êtes forcément happé par d'autres activités. Le fait d'avoir un outil, ça vous fait gagner un gain de productivité et de sérénité parce que vous vous dites « j'ai envoyé le contrat en signature ». La personne à qui j'ai envoyé ça, elle va être harcelée par le logiciel pour que ce soit signé. Et moi, je serai alerté quelques jours après si ce n'est pas signé. Et j'aurai le statut en plus de tous mes contrats, je vous le montrerai juste après, pour savoir où on en est. Donc là, vous gagnez énormément de productivité, sans compter ce que je vous ai indiqué, le fait que quand vous avez besoin d'un contrat, vous le trouvez en 2 clics, pas en 2 heures en demandant à tout le monde où se trouve ce contrat. 5e point, le contrôle. Le fait de garder sous contrôle tous vos contrats. Donc ça, c'est de la sécurité. C'est de la sécurité déjà de votre propriété intellectuelle, mais c'est également la sécurité d'avoir tous les contrats digitaux qui ne sont pas sujets à des aléas de catastrophes naturelles, d'incendies, etc. Plus le fait que, vu que vous êtes passé par une solution digitale, on va dire que vous gardez en fait toute la traçabilité de la création de ce contrat, toutes les personnes et toutes les parties prenantes qui ont collaboré pour créer ce contrat et donc du coup qui ne peuvent plus revenir derrière en vous disant mais j'étais pas d'accord avec ce contrat, j'ai refusé cette clause, puisque là vous avez vraiment tout le fil conducteur. C'est un peu comme la blockchain pour ceux qui s'y intéressent, c'est que vous avez finalement la traçabilité de tous les échanges que vous avez pu avoir à propos de ce contrat et vous permettre donc d'optimiser tout ça lorsqu'il faut, on va dire, déterrer certains cadavres. Et puis, dernier point, les renouvellements. Vous pouvez intégrer des renouvellements automatiques qui peuvent, dans certains cas, engendrer des renvois en signature d'avenants auprès des mêmes signataires. Donc voilà, ce sont les 6 points essentiels pour moi de la gestion des contrats et surtout l'avantage de digitaliser son processus achat. Alors, je vais éluder également un sujet tout de suite concernant les tarifs, parce que souvent on me le demande. Concernant le module Sourcing Force, aujourd'hui, pour utiliser le module Sourcing Force de gestion des contrats, il faut compter 99 € par mois et par créateur de contrat, je dis bien créateur de contrat, pas les signataires, et 6 € par mois pour les collaborateurs qui sont soit des valideurs d'un contrat, soit les signataires d'un contrat. Signataires internes, c'est gratuit côté fournisseur. On ne parle que des signataires internes à votre entreprise. Dans tous les packages, vous avez 100 contrats inclus. Au-delà de 100 contrats, on est à 1 € par mois et par contrat supplémentaire. Donc, je vous ai mis à côté une petite simulation pour que vous ayez un peu des idées beaucoup plus claires. Admettons que vous ayez 2 administrateurs, 2 personnes qui créent des contrats, un acheteur, un juriste par exemple, ça peut être 2 acheteurs, peu importe. Là, vous allez avoir donc 99 x 12 x 2 personnes. Si vous avez 5 collaborateurs internes qui interviennent soit pour la validation,
soit pour générer un contrat à partir d'un template, non pas de la création, hein, mais l'envoi en signature d'un modèle de contrat, soit la signature tout simplement du contrat. Vous êtes à 6 € par mois, donc x 12 mois, x 5 collaborateurs. Vous avez donc vos 100 contrats inclus, qui pour beaucoup de sociétés suffisent, en fait, parce que parfois, on n'a pas besoin de stocker 100% de ces contrats. Et puis, si vous êtes au-delà, on a quelques clients qui sont bien au-delà, là, vous êtes à 1 €, ça peut être dégressif sur les très gros montants, très gros volumes. Et donc là, vous vous retrouvez avec un module complet de gestion des contrats pour 228 € par mois, soit 2 736 € par an de licence, qui inclut donc la maintenance. C'est un logiciel complètement SaaS, vous n'avez rien à installer sur vos serveurs, vous avez juste un accès login mot de passe. On peut y intégrer des interfaces avec vos ERP si nécessaire. Et vous bénéficiez également de toutes les évolutions incrémentales de la solution qu'on fait en général au moins une fois par trimestre. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour la partie PowerPoint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi sur le chat. Maintenant, je vais migrer sur une petite démonstration rapide de la solution et puis j'essaierai également de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à profiter, on va dire, du chat pour en discuter. Alors, voilà. Donc là, je me trouve sur l'interface Contratech de SourcingForce. Alors, vous verrez, ça s'appelle CLM, puisqu'en anglais, c'est Contract Lifecycle Management. Donc, c'est le management du cycle de vie des contrats. CLM, c'est un terme que vous pourriez voir régulièrement quand vous parlez de gestion des contrats en ligne. Et donc, lorsque vous êtes sur notre interface, vous vous connectez. Là, je viens de me connecter sur un compte de démo. Vous voyez, je l'ai appelé émetteur@demo.com. Vous obtenez tout d'abord un tableau de bord de la situation de vos contrats. Donc, vous connaissez le nombre de modèles, les contrats en brouillon, ceux qui sont actifs, en attente, qui sont déjà signés, la liste de tous les derniers contrats que vous avez fait signer et la liste des modèles que vous avez créés, des modèles de contrats que vous avez signés. À partir de cette page-là, il faut savoir que l'administrateur, donc vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez donner des permissions d'accès totales ou partielles à vos collaborateurs. Donc, selon, on va dire, le travail que vont faire vos collaborateurs internes sur le logiciel de Contratech, vous pouvez leur donner l'accès uniquement à voir les contrats, à les lire, à les télécharger, à les créer, etc. etc. Donc, tout ça est géré par des permissions qui sont faites individuellement et qui peuvent être également faites soit pour des groupes d'individus, soit pour des organisations, c'est-à-dire telle agence, tel pays, etc. Donc, tout ça, vous avez l'entière possibilité en termes de configuration. Si je clique sur la liste des contrats, je vais avoir tout le détail des contrats qui ont déjà été créés avec leur statut. Vous avez également toutes les colonnes qui vous donnent des informations complémentaires sur ce contrat sans que vous ayez à l'ouvrir, notamment date de début, date de fin. Vous pouvez voir le statut. Ici, par exemple, on est sur un statut signé. Donc, si je clique sur l'œil, ça va me permettre, par exemple, de visualiser mon contrat. Donc là, je vois, c'est un accord de confidentialité. Je vois le titre, je vois la date de début de mon contrat, la date de fin de mon contrat, le fournisseur avec qui j'ai signé ce contrat. Je visualise mon contrat et je vois à la fin également qu'on a une personne qui a signé ce contrat. Je vois l'IP avec lequel il a signé, l'email qui lui a permis d'accéder à la signature du contrat, la date et l'heure de signature. Donc là, on a une preuve d'horodatage formelle et on a pu identifier également le demandeur formellement à la fois via l'IP et par l'email, puisque seul cet email-là peut avoir accès à la signature du contrat. Je regarde en même temps le chat. Valérie nous dit le contract management, c'est également la bonne application de contrats de travaux avec les échéanciers, effectivement, les comptes rendus de réunion, chantier, les écarts, les litiges. Ces modules permettent-ils de traiter ces sujets également? Alors, je vais vous montrer qu'à l'intérieur d'un contrat, vous allez pouvoir avoir la capacité d'intégrer pas mal d'éléments. On va le faire du tout début. Je vais vous créer un contrat. Alors, avant de créer un contrat, je vais juste vous montrer que j'ai créé un modèle. Un modèle de contrat va me permettre en fait de faciliter ma vie. À chaque fois que j'ai un nouveau contrat à créer, je prends mon modèle, je le duplique en fait, je peux le remodifier si nécessaire et si j'en ai la permission, et ensuite je l'envoie en signature.
Donc là, mon modèle, c'est très simple. Vous voyez, j'en ai un déjà pré-créé, je l'ai appelé accord de confidentialité. Je peux décider de l'affecter à des catégories de contrats, mettre une description, le mettre en actif ou inactif, ce modèle. Et ensuite, je crée mon contrat. Donc là, je le crée en ligne. Je peux très bien avoir un contrat PDF aussi qui n'est pas du tout modifiable. C'est vous qui décidez. Je trouve ça très pratique, moi, de le créer en ligne parce que vous avez toute la faculté d'intégrer des informations, de le modifier. Et en plus, vous avez la possibilité d'insérer des attributs. Les attributs, en fait, ce sont toutes les données qui sont dans notre outil, dans le logiciel, des référentiels, les noms des personnes, des dates, etc. Vous avez plein d'informations, d'indiquer à quel endroit vous souhaitez qu'ils apparaissent dans ce contrat. Y compris, nous, on a pas mal de clients qui l'utilisent en format contrat dynamique, donc ça récupère des informations de certaines demandes d'achat ou commandes, et ça le met à l'intérieur du contrat au moment de la signature. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des contrats dynamiques. Et vous pouvez même créer des formulaires qui vont en fait être des formulaires qui posent des questions aux signataires. C'est-à-dire que vous avez un signataire et pour compléter ce contrat, vous avez besoin de certaines informations. À ce moment-là, au moment de la signature, le signataire devra d'abord remplir un formulaire avant de pouvoir signer le contrat. S'il ne remplit pas le formulaire, il ne pourra pas signer le contrat. Donc, ça vous complétera ce contrat. Je ne vais pas aujourd'hui vous faire une démonstration complète de toutes les fonctionnalités. Je vous les donne à l'oral. Et on fera une démonstration ensuite individuelle pour ceux qui veulent aller plus loin. Ensuite, vous définissez la langue de votre contrat. Vous pouvez affecter ce modèle de contrat à une catégorie d'achat prédéfinie. Les catégories d'achat, c'est vous qui les décidez également. Donc, c'est vous qui pouvez les créer. Vous verrez, ça aidera pour les reporting notamment. Vous pouvez définir le fournisseur par défaut. Pour un modèle, il y a très peu d'intérêt de mettre un fournisseur par défaut, puisqu'il va évoluer. L'agence du fournisseur, la devise de ce contrat, et puis toute la partie renouvellement. Donc, comment ce contrat va être renouvelé? Est-ce que c'est par tacite reconduction, etc. Est-ce qu'il y a une signature obligatoire à chaque renouvellement? Et un point très important, ce sont les alertes que vous retrouvez ici. Ces alertes, en fait, vous allez indiquer le nombre de jours avant la date d'échéance auquel vous souhaitez recevoir une alerte email. Vous pouvez l'avoir l'alerte en ligne également, mais l'idéal, c'est de l'avoir par email, comme ça vous êtes informé systématiquement. Et puis, vous pouvez prédéfinir aussi certains signataires. Si vous savez que pour un accord de confidentialité, dans tous les cas, le directeur général doit signer, vous pouvez, par défaut, indiquer le signataire ici, qui sera tout le temps présent. Et ensuite, l'utilisateur qui va utiliser le modèle pourra rajouter d'autres signataires. Donc, allez, maintenant, on va créer un contrat. Hop, je vais créer un nouveau contrat ici. Quand vous créez un nouveau contrat, vous avez la possibilité de mettre un titre, une description, d'affecter ce contrat à un type de contrat, ici accord de confidentialité, mais ça peut être sous-traitance, etc. Et vous pouvez également créer un contrat et le relier à un contrat parent. Si vous avez un contrat cadre et que là, vous créez un avenant à ce contrat, vous pouvez sélectionner le contrat déjà existant dans la base de données pour que vous ayez une relation mère-fille systématiquement dans vos contrats. Ensuite, vous avez 4 possibilités de création de contrat. La première, c'est de créer un contrat à partir d'un fichier. C'est-à-dire que vous avez déjà un contrat. Par exemple, vous avez déjà des contrats signés en forme papier ou en forme PDF qui existent déjà. À ce moment-là, vous pouvez les inclure directement en téléchargeant ces contrats. Vous allez bypasser la partie création du contrat avec la modification. Ce sera juste le PDF qui sera inséré, alors soit PDF, soit Word, selon ce que vous intégrez. Et ça permet, ça nous aide beaucoup, en fait, surtout pour récupérer tout l'historique de vos contrats. Parce que vos contrats qui ont déjà été signés, on ne va pas les refaire signer avec vos fournisseurs, on va les récupérer, on va les charger dans le module Contratech en format PDF. Donc, soit un scan, soit si c'est déjà du PDF, on les prend en PDF. Et comme ça, vous aurez l'ensemble de l'historique de vos contrats directement dans l'outil. Le deuxième point, c'est de créer un nouveau contrat en ligne. Et là, vous n'utiliserez pas le modèle, mais en fait, vous allez avoir une interface où vous allez pouvoir créer votre contrat, le rédiger, ou faire un copier-coller d'un contrat Word que vous avez déjà. On a même une fonctionnalité pour que vous chargiez votre Word directement et ça reprend toutes les informations du Word. Nous, on va faire le test sur le modèle pour aller plus vite. Et puis, le dernier point, celui-ci, en fait, c'est d'utiliser une URL, donc un lien Internet vers vos ERP, vers vos serveurs sécurisés internes.
Cette option-là, chez nous, elle est utilisée essentiellement pour nos clients qui sont dans la défense ou dans la pharmaceutique, qui ont des contrats qui sont extrêmement confidentiels. On ne peut pas y accéder, donc c'est-à-dire que la copie de ces contrats n'est pas chez Sourcing Force, elle n'est pas sur nos serveurs, elle est sur les serveurs de nos clients. Par contre, ils utilisent notre outil pour avoir toute la partie alerte, fiche signalétique du contrat. Donc, on ne voit pas ce qu'il y a dans le contrat, mais le client peut avoir tous les détails du contrat qui sont, je ne vais pas dire publics, parce que ça reste interne dans l'entreprise, mais qui sont moins sensibles en termes de confidentialité. Donc, nous, on va regarder la partie utiliser un modèle parce que c'est celui qui est le plus rapide à montrer, on va dire. Ici, je vais choisir un modèle qui a un accord de confidentialité. Je clique dessus. Oui. Et là, en fait, donc, ça va me prendre mon modèle. Vous avez vu, ça va me pré-remplir tous les champs que j'ai déjà définis dans mon modèle. Donc, ici, le titre, la description, le type de contrat. Je peux le modifier si besoin et si j'en ai la permission. Je sauvegarde et je fais continuer. Et là, je vais attaquer l'étape suivante. Vous voyez, on a toutes les étapes ici. Là, on a fait la première étape. Maintenant, on est sur la création du contrat. Ici, je me retrouve avec le modèle de contrat. Vous voyez, dans ce modèle de contrat, on a certaines balises qui ont déjà été intégrées. Vous voyez ici le contact du fournisseur, par exemple. À la fin, on a mis également à quel endroit on souhaitait que les signatures soient intégrées. On peut y intégrer des pièces jointes. Donc, si vous avez des avenants ou d'autres pièces jointes qui sont liées au contrat, c'est-à-dire que ce sont des pièces jointes qui vont être envoyées également au moment de la signature, qui seront accessibles pour les signataires, donc côté fournisseur ou en interne. Là, on a déjà la langue qui a été définie, puisque c'est un modèle. Je vous passe le détail ici des attributs complémentaires, la partie d'intégration de formulaire. On n'y reviendra que si vous avez des questions bien précises sur le sujet. Je fais suivant. Donc, ça me sauvegarde mon contrat. Je passe à l'étape suivante, où là, je vais pouvoir intégrer le détail de mon contrat. Par défaut, le demandeur, c'est l'utilisateur qui est connecté. L'agence d'affectation, c'est l'agence d'affectation du demandeur. Si besoin et si vous en avez la permission, toujours, vous pouvez créer des contrats pour le compte de quelqu'un d'autre, pour le compte d'une agence différente. Vous pouvez également proposer à des collaborateurs complémentaires de participer à ce contrat. Donc là, vous regardez dans votre organisation et vous dites, voilà, j'aimerais que John Doe puisse soit lire, donc il n'aura que le droit de lire le contrat, soit de lire et écrire sur ce contrat, donc il pourra également le modifier. Je valide. Et à ce moment-là, John Doe, lorsqu'il se connecte, aura la possibilité de voir mon contrat et également de le modifier si besoin. Information sur le contrat. Donc, par défaut, lorsque vous créez un contrat, il est en mode brouillon. Ensuite, vous avez un certain nombre de statuts en fonction de l'état d'avancement du contrat. La plupart des statuts se mettent automatiquement en fonction des actions que vous allez donner sur le contrat. Mais en tant qu'administrateur, vous pouvez forcer également un statut si besoin. Donc, la catégorie d'achat, c'est celle qu'on avait définie dans le modèle. Le début du contrat, donc là, je vais le définir. Par exemple, admettons que le contrat démarre le 1er décembre et se termine, on va mettre un peu plus tard, par exemple, voilà, le 1er mai. Vous sélectionnez le fournisseur qui va signer ce contrat. L'agence du fournisseur, si vous en avez plusieurs. Celui-ci n'a pas d'agence, vous voyez, je vais en prendre un autre. Voilà, donc là, c'est le siège. La date de rappel de fin de contrat, donc ça, c'est la date de préavis. Donc là, on était au 1er mai, donc on va mettre une date de préavis, par exemple, un mois avant, au 1er avril. Vous pouvez intégrer également le montant du contrat. Alors, vous voyez, juste, je fais une petite aparté, il y a très peu de champs obligatoires. Donc là, je vous montre beaucoup de champs, mais en fait, vous n'avez que la date du contrat de début et la date de fin qui sont obligatoires. Le statut se met en automatique. Les autres champs ne sont pas nécessairement obligatoires. Donc, soyez rassurés qu'il n'y a pas forcément tout à remplir. Montant du contrat, donc ça permet quand même d'avoir des statistiques derrière. N'oubliez pas de mettre la devise, surtout si vous travaillez à l'étranger. On retrouve ici le renouvellement de contrat qui a été prédéfini finalement déjà par le modèle. Donc là, si vous voulez être alerté non pas 60 jours avant, mais 90 jours avant, vous pouvez très bien l'indiquer. Ce qui veut dire que vous allez être informé ici 90 jours avant, c'est-à-dire le 31 janvier 2023. Et ici, le nombre de jours d'avant, pour notifier une négociation, on donne un exemple, on va mettre 40 jours à la place. À ce moment-là, vous serez notifié le 22 mars 2023.
Vous pouvez intégrer des mots-clés. Donc, va surtout vous permettre à faire des recherches de contrats. Quand vous avez beaucoup de contrats, parfois d'avoir des mots-clés, c'est beaucoup plus pratique. Si vous avez des références internes, alors ça, nos clients qui sont notamment dans la gestion de chantier utilisent beaucoup ces références internes puisqu'ils y mettent soit le numéro de la commande ou de la demande d'achat ou du code affaires ou du code chantier. Donc ça, c'est un champ libre. C'est vous qui mettez la référence interne que vous souhaitez. Vous pouvez intégrer une note complémentaire. Donc ça, l'avantage, je trouve, de la note, et également, vous voyez ici des pièces jointes privées. Je dis bien privées parce que ces pièces jointes ne sont pas partagées avec les signataires. Moi, je m'en sers, par exemple, lorsqu'on fait un appel d'offres. Je mets toutes les raisons et tous les fichiers Excel, par exemple, qui m'ont permis de décider pourquoi j'avais pris ce fournisseur. Donc, ça donne en fait tout la partie RFP, RFI, RFP, RFQ, etc. Je mets tout là, ça me permet d'avoir tout l'historique de mon appel d'offres et de justifier dans 3, 4, 5 ans, si besoin, pourquoi ce fournisseur a été sélectionné et pas un autre. Et ça évite d'être perdu dans les emails d'une personne qui a peut-être quitté l'entreprise depuis longtemps. Donc, gardez toujours cet esprit de se dire quel sera l'héritage que je donnerai à mon poste lorsque je changerai de fonction ou d'entreprise. Et un dernier point ici, ce sont les champs personnalisés. Donc, les champs personnalisés, en fait, sont importants puisque ça va vous permettre ici de créer vos propres champs complémentaires. Tous ces champs que vous avez ici, en fait, vous pouvez les créer dans l'administration. Vous allez pouvoir vous créer des champs personnalisés qui sont propres à votre organisation. Si vous avez besoin dans une fiche signalétique d'avoir des informations en plus de ce qu'on a mis au-dessus, vous les indiquez ici. Et ce qui est en plus super intéressant, c'est que tous ces champs-là que vous remplissez, vous pouvez les utiliser pour que les réponses à ces champs puissent être intégrées automatiquement à l'intérieur du contrat, à l'endroit que vous avez défini. Rappelez-vous, ce sont les attributs, ces petits codes qu'on peut mettre au milieu du contrat. Donc, ça permet comme ça d'avoir un contrat qui se crée en fait, au fur et à mesure que vous remplissez ces informations. Vous pouvez les rendre obligatoires ou non obligatoires. Ici, vous voyez, il n'y a pas d'étoile, donc ils ne sont pas obligatoires. Je passe au suivant. Donc, on va à l'étape suivante. Vous voyez, flux d'approbation. Ici, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs personnes ou un flux d'approbation avant qu'on soit sur la partie signature. Donc là, je n'en ai pas de défini, mais vous pourriez définir, par exemple, que la direction juridique doit d'abord approuver tout le contrat et le détail de contrat que vous avez indiqué avant de pouvoir envoyer ce contrat en signature. Donc, je vais passer à la dernière étape. Ici, vous avez la partie signature. Vous définissez combien de personnes doivent signer ce contrat. D'accord ? Si je mets 3, si je mets 4, vous voyez ici à chaque fois, ça me rajoute autant de lignes de signature. Pour aller vite, je vais mettre qu'un seul signataire. Ici, on est sur un accord de confidentialité, mettons unilatéral. Je n'ai qu'une personne qui doit signer. Je peux définir qui va signer. Alors, je peux définir quelqu'un qui est dans mon organisation, donc dans ma société, un invité externe, et à ce moment-là, je mettrai uniquement son nom et son email, ou bien un fournisseur qui existe déjà dans la base de données fournisseurs de SourcingForce. Là, pour faire simple, je vais prendre juste mon compte, donc quelqu'un dans mon organisation. Je vais prendre William Ramos, qui est mon compte de démo, sauvegarder. Vous voyez ici, donc le nom, c'est William Ramos. L'email est là. Petit aparté, ici, j'avais des formulaires à faire remplir. C'est également ici, là, on n'en a pas, donc ça n'affiche pas, mais à ce niveau-là, vous auriez la capacité d'indiquer qui doit remplir tel formulaire au moment de la signature. Ensuite, vous pouvez soit enregistrer tel quel, admettons que ce soit un contrat que vous avez signé en papier ou par email et que tout va bien, vous n'avez pas besoin de l'envoyer en signature digitale à ce moment-là. Vous faites terminer et ça enregistre votre contrat avec toutes les informations. Soit vous décidez de l'envoyer en signature électronique et là, vous cliquez tout d'abord ici. J'accepte que les parties signataires reçoivent un email pour signer le contrat une fois que je clique sur le bouton terminer. Et vous pouvez définir si les signataires, alors là, il n'y en a qu'un, mais s'il y en avait plusieurs, si les signataires reçoivent l'email en même temps, ou bien si on doit respecter l'ordre chronologique. Beaucoup de mes clients utilisent l'ordre chronologique puisqu'ils vont d'abord faire signer au N+1 voire au N+2 avant que ça parte au fournisseur. Ça évite de faire signer un fournisseur pour rien s'il y a quelque chose qui cloche dans le contrat. Donc, par ordre chronologique, bon là, j'en ai qu'un, donc ça ne change rien. Je fais terminer. Hop, êtes-vous sûr? Oui. Et donc là, vous voyez, je retrouve mon contrat qui se trouve ici, qui est en statut en attente de signature. Je peux retrouver également ici, vous avez un lien
où vous pouvez voir tous les contrats qui sont en attente de signature, tous les signataires, plus exactement, qui attendent une signature. Alors, du coup, cet email est parti. Donc là, je suis sur Mailcatcher. En fait, ça permet de collecter tous les emails de la plateforme. Donc, je recharge juste pour obtenir les derniers emails qui ont été envoyés. Ici, vous voyez, hop, je retrouve accord de confidentialité. Je vois l'email qui a été envoyé. William Ramos, William Ramos vous a envoyé un document à réviser et à signer, accord de confidentialité, le numéro du contrat, le nom de l'entreprise de rattachement. Vous pouvez vous connecter pour voir le document. Donc là, cette personne-là a déjà un compte sur SourcingForce. C'est pour ça que, quand je vais cliquer ici, je vais pouvoir me connecter avec login et mot de passe de SourcingForce. Si on était sur une personne qui est externe à SourcingForce, à ce moment-là, dans son email, elle aurait un code unique qui lui permet de se connecter à SourcingForce. L'idée, c'est toujours de garder la traçabilité sur la personne qui signe. Seule la personne ayant accès à cet email est capable de signer le contrat. Donc, hop, je clique dessus. Je suis renvoyé sur le module de contrat pour la signature. Voilà. Ici, donc, je vais devoir m'identifier avec mon login et mon mot de passe. Je clique sur le login. Et donc là, mon contrat va apparaître. Donc, je vois le contrat. Je vois toutes les informations liées à ce contrat. Vous voyez ici, juste pour rappel, à ce moment-là, il y avait un attribut qui disait de mettre le nom du fournisseur ici. Vous voyez, le nom du fournisseur apparaît directement dans le contrat. Le code n'apparaît plus. Donc, je visualise mon contrat. Vous voyez ici, je ne peux pas signer le contrat. Pourquoi je ne peux pas le signer? Parce que je ne l'ai pas encore revu. Il faut être certain que la personne arrive en bas du contrat pour que ce bouton soit actif. Donc ça permet aussi de s'assurer que les personnes ne signent pas n'importe quoi et même s'ils ne le lisent pas, en tout cas, ils ont fait l'effort d'aller jusqu'en bas du contrat. Ensuite, une fois que je suis bon pour signer, je clique pour faire ma signature. Je peux télécharger une image si j'ai déjà une signature préfaite ou bien je peux ici essayer de faire ma signature en ligne directement. Hop. Je confirme la signature. À ce moment-là, mon contrat vient d'être signé. Je peux bien entendu télécharger une copie de mon contrat. Et s'il y avait d'autres signataires, à ce moment-là, les autres signataires recevraient également un email pour les inviter à leur tour à signer le contrat. Donc là, je vois mon contrat. Vous voyez, dans mon accord de confidentialité que je viens de signer, je retrouve les informations clés, le demandeur, la date de début, date de fin du contrat, toutes les informations donc, dans mon contrat. Et à la fin, je retrouve la signature qui a été ajoutée à l'endroit que j'avais défini. Rappelez-vous, c'était pareil, un attribut où j'indiquais c'est là que je veux voir ma signature. Et tout à la fin, vous retrouvez également l'horodatage, vous trouvez le nom de la personne qui a signé, son email, son IP, la date et l'heure de création et sa signature. Si je reviens sur Mailcatcher, comme j'avais qu'un seul signataire, je vais recevoir un email qui va me dire c'est bon, votre contrat a bien été signé en totalité par toutes les parties. Donc ça, ce mail-là est envoyé lorsque tous les signataires ont bien signé. Voilà. Et puis, donc, si je reviens sur mon contrat, je vais aller voir le statut dans ma liste de contrats. Vous voyez ici, le contrat que je viens d'envoyer, cette fois-ci, est passé en statut signé. Je peux à nouveau le voir ici. Je vois tout le détail de ma signature. Je peux le télécharger sur PDF, je peux le supprimer, je peux le copier, je peux le modifier, notamment donc dans la partie modification. Pareil, en fonction de mes permissions, je vais pouvoir ajouter des informations complémentaires à mon contrat. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible. Je vous propose maintenant plutôt d'échanger, c'est-à-dire de me donner votre retour d'expérience, me poser des questions sur ce module. Si je reviens un peu sur la question de Valérie concernant la gestion des comptes rendus, des chantiers, des écarts et des litiges, on a deux manières de gérer ça. C'est soit vous avez généré ce contrat de manière dynamique, c'est-à-dire à partir d'une demande d'achat. C'est-à-dire que vous prenez lorsque le client interne en fait une demande d'achat, ça va lui imposer de signer un contrat de sous-traitance, par exemple. À ce moment-là, ce contrat de sous-traitance sera lié à une demande d'achat et à une ou plusieurs commandes qui seront liées à cette demande d'achat. Et à l'intérieur de cette gestion de commande, vous avez une gestion de litige, une gestion de commentaires également, qui vous permet en fait d'avoir
et d'intégrer tous vos comptes rendus de réunion, les échéanciers, les écarts, les litiges. Et dans très peu de temps, le fournisseur aura un portail fournisseur qui lui permettra également d'échanger sur ces sujets-là. Je vais voir si je peux vous en faire une petite démo vite fait. Laissez-moi, je vais me reconnecter dessus. Donc là, je vais me connecter en fait sur le module e-procurement. Donc le module e-procurement, c'est un autre module, mais tous nos modules, quels qu'ils soient, la cartographie des achats, l'e-proc, l'annuaire, etc., sont tous interconnectés. Donc, même base de données, mêmes accès, etc. Si c'est celui-là le mot de passe, là. Hop, voilà. Alors, hop. Ici, tout d'abord, je vous avais parlé des contrats dynamiques. Alors, je vais revenir dessus, qui peut être sur l'interface. Les contrats dynamiques, en fait, vont vous permettre de configurer, ici, pour les agences de votre organisation, un modèle de contrat, ou plusieurs, vous pouvez en créer plusieurs de modèles. Donc, vous utilisez un des modèles de contrat que vous avez mis dans votre contrat tech, que vous avez créé. Vous indiquez sur quelle transaction vous souhaitez que ça apparaisse, ici, les précommandes, et vous pouvez mettre une référence. Et ce qui est important, c'est surtout les conditions d'application. Il faut mettre une description ici. Ici, par exemple, on dit que toutes les agences que j'ai sélectionnées plus haut, au niveau des demandes d'achat, et qui respectent ces conditions-là. Donc, dans les conditions qui ont été mises ici, c'est une demande d'achat pour un montant supérieur à 3 000 €, qui correspondent à des codes ventilation. Donc, ce sont des centres de coûts, en fait, ça peut être n'importe quel référentiel d'ailleurs, hein, qui correspondent à ces 6 codes ventilation. À ce moment-là, le contrat devra être signé. D'ailleurs, vous mettez ici les statuts autorisés. Donc, soit c'est l'obligation d'être signé, soit ça peut être autre chose. C'est juste en attente de validation, ça vous convient, rejeté, etc. C'est vous qui décidez le statut du contrat qui sera autorisé pour transformer votre demande d'achat en commande. Donc là, à chaque fois qu'un utilisateur fera une demande d'achat qui respecteront ces critères, il aura systématiquement une demande de signature de contrat. Donc, lorsqu'il est dans son transactionnel, il va avoir ses demandes de contrat, de demande d'achat, pardon. Je vais en ouvrir une ici. Je vais en ouvrir une qui est validée. Alors, je ne les connais pas toutes, donc on va voir si c'est bien celle-ci. Donc là, vous êtes typiquement, là, on est sur l'interface de demande d'achat. Vous voyez, on a l'agence, le demandeur, la devise, le titre, l'adresse de livraison, etc. Vous avez ici les montants en jeu pour cette demande d'achat. Et donc, si je retourne maintenant et que je vais regarder le détail, je vais voir si cette demande d'achat fait l'objet d'un contrat. Donc, je vais aller voir ça. Ici, vous voyez, il y a un contrat, vous voyez l'onglet. On a bien le contrat test qui a été mis et il a bien été envoyé et signé. Donc, vous voyez ici, on a tous les éléments qui montrent que sur cette demande d'achat, on a bien le contrat qui a été généré, le statut a bien été fait et tout se fait à partir de cette interface-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ici, si je vais la dupliquer, donc je vais revenir en brouillon. Hop, voilà, donc là, admettons que je crée une nouvelle demande d'achat. Donc ici, tout est pré-rempli parce que je l'ai dupliqué, c'est juste pour aller plus vite. Je fais suivant, j'ai tous mes champs. Alors, l'étape 2, n'en faites pas trop attention, c'est spécifique à certains clients qui ont beaucoup d'informations pour une demande d'achat. Ce n'est pas le cas de tous. Je le soumets à validation. Et là, vous voyez, j'ai une pop-up qui me dit attention, signature de contrat requise, contrat test. OK. Donc là, je vais dans mon onglet contrat. Je vois qu'il y a un contrat à faire signer. À ce moment-là, je clique sur le plus pour en créer un. Ou bien, si j'en ai l'autorisation, je peux relier ma demande d'achat à un contrat existant. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, je sais que cette demande d'achat est liée à un contrat cadre qui existe déjà, je le relie et en fonction du statut de ce contrat, je serai autorisé ou pas à transformer ma demande d'achat en contrat. Ici, admettons que je vais créer un nouveau contrat de sous-traitance. Êtes-vous sûr de vouloir créer un nouveau contrat? Oui.
À ce moment-là, ça me crée un nouveau contrat en mode brouillon et je vais pouvoir donc l'envoyer en signature. Donc là, je vais revenir sur mon contrat, ma gestion de contrat ici. Je me connecte dessus. Alors là, oui, j'ai juste à sélectionner l'organisation, comme j'étais connecté sur l'autre. Et une fois que j'ai mon contrat, je le renvoie en signature, etc. Exactement le même principe que tout à l'heure. Vous avez ici tout l'historique des statuts, donc toutes les modifications qui ont été faites, qui ont été apportées à cette signature. Et vous avez, alors je sais pas, oui, voilà. Et ici, vous avez toute la gestion des commentaires qui vont vous permettre en fait de gérer tous les litiges, tout l'historique, les comptes rendus que vous avez. Donc, c'est vraiment de la gestion de projet, ces modules-là. On l'a appelé module commentaire, mais c'est un vrai module de gestion de projet, puisque vous allez pouvoir indiquer toutes les informations liées à votre commande, donc au chantier en cours, par exemple. Vous allez pouvoir alerter par email certaines personnes de votre organisation ou certaines personnes en dehors de votre organisation. Donc là, typiquement, ça va rajouter tous les contacts de vos fournisseurs également. Et c'est vous qui définissez la visibilité de votre commentaire. Vous pouvez très bien faire un commentaire privé qui n'est visible que pour vous. Typiquement, moi, je m'en sers beaucoup quand j'ai des commentaires à faire. J'ai eu quelqu'un au téléphone, on s'est dit quelque chose sur une commande, j'intègre un commentaire, mais qui est un compte rendu que pour moi. Ou bien, vous pouvez le rendre public. À ce moment-là, public, ça sera que toute votre organisation et le fournisseur lié à cette commande pourront voir votre commentaire. Ou dernière option, vous pouvez définir une liste de diffusion. Et là, vous définissez, voilà, tous les utilisateurs de mon organisation, on peut le voir, ou que ceux de mon agence, ou que ceux qui appartiennent à mon groupe, etc. Ou une sélection d'utilisateurs de mon organisation. Et là, en fait, vous sélectionnez certaines personnes dans votre organisation qui auront droit à voir ce commentaire. Donc, ça permet de suivre toute l'évolution et d'y insérer toutes les pièces jointes justificatives de votre commentaire. Et donc, tous ces éléments-là, ensuite, et là, je suis obligé d'écrire un texte, hop, j'enregistre. Tous ces éléments-là, en fait, vont être historisés ici. Vous pourrez, vous, le modifier parce que c'est le vôtre, mais les autres ne pourront pas supprimer, bien entendu, vos commentaires, et vous ne pourrez pas supprimer le commentaire de quelqu'un d'autre. Et à chaque fois que vous rajoutez un commentaire, vous aurez l'historique en fait, de tous les événements liés à cette demande d'achat et donc, du coup, à ce contrat. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, je suis là pour ça. J'avais prévu encore 15 minutes de plus, donc on est large. Alors, je pourrais vous montrer plein de choses, mais je ne veux pas vous noyer non plus par tous les éléments. Sachez qu'on a développé une solution Source-to-Pay qui est en mode SaaS, qui est hébergée en France dans des serveurs Amazon à Paris, qui sont dupliqués ensuite dans d'autres villes pour maintenir, on va dire, une scalabilité et surtout la sécurité d'accès. Bien entendu, toute l'architecture est sécurisée. Donc, on n'est pas à l'abri d'un très bon pirate, mais on a quand même mis toute l'énergie pour faire en sorte que vos données soient et restent confidentielles au sein de nos serveurs, y compris de nos collaborateurs internes, qui n'ont pas accès également à vos contrats. Bien, écoutez, je vois qu'il n'y a pas beaucoup plus de questions. Vous pouvez intervenir à l'oral si vous préférez. N'hésitez pas, vous me le dites et je réactiverai les micros. Et si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, on va se quitter là-dessus. Je vous rappelle mes coordonnées ici. Vous pouvez me contacter ou bien contacter directement la société où c'est l'email, c'est contact@sourcing-force.com. Le siège social est basé à Lyon. On a ensuite des bureaux de représentation à Paris, à Lille. On travaille beaucoup avec la Suisse également, pour ceux qui sont en Suisse. On a un bureau en Belgique et on a une filiale en Hongrie qui gère la partie Europe de l'Est. Et moi-même, je dirige le bureau qui est à Ottawa, sur le Canada et l'Amérique du Nord. Donc, j'habite à Ottawa. C'est pour ça que là, on a encore un beau soleil, même s'il fait plus frais qu'en France. Donc, on est capable de vous accompagner globalement sur pas mal de périmètres géographiques sans problème. Et je ne l'ai pas dit, mais la solution est par défaut en français et en anglais. Et on peut ajouter des langues complémentaires si besoin. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent. J'espère que cette démonstration vous a plu, a répondu surtout à vos attentes.
N'hésitez pas donc à me contacter, moi directement. Si vous êtes en France, ce sera plutôt Jérémy Ferrer qui suivra vos demandes. On vous fera une démonstration plus approfondie et puis, si nécessaire, on peut vous faire du paramétrage un peu plus précis pour vous montrer jusqu'à quelle finesse on peut aller dans le paramétrage de la Contratech. Et rappelez-vous également qu'on a d'autres modules. Les modules sont interdépendants, mais vous pouvez les activer un par un. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer par un seul module et activer les suivants plus tard, ou même les interconnecter avec vos outils actuels qui seront des outils de mes concurrents. Il n'y a aucun problème. On travaille très bien aujourd'hui avec des outils comme Evalua, comme Coupa, où on est déjà interconnecté sur pas mal de modules, où on apporte finalement une brique complémentaire à ces solutions qui sont déjà implémentées dans des sociétés. On travaille avec beaucoup de grandes sociétés. C'est vrai que c'est surtout les grandes sociétés, mais pour une raison simple, c'est que c'est dans les grandes sociétés qu'on a les directions achats les plus matures et les plus prêts à passer le cap de la digitalisation. Pour autant, comme vous le voyez, à la fois en termes tarifaires et en termes d'utilisation, on s'adresse à tout type d'entreprises, y compris des sociétés qui ont peut-être que quelques dizaines de salariés. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine, fin de semaine du coup, et puis je serai ravi de pouvoir échanger à un autre moment et plus directement avec vous prochainement. À bientôt. Au revoir.